C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. Bienvenue sur la panafricaine Média. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé en juin dernier la journée nationale Seetal Suñu Réew, comprenait rendre propre le pays. Cette journée d'investissement humain, organisée le premier samedi de chaque mois, est une initiative visant à engager les citoyens sénégalais dans des activités de nettoyage des rues et autres places publiques. La troisième édition, coïncidant avec la journée nationale de l'arbre, a été consacrée à des opérations de reboisement avec comme arbre parrain le manguier. Ces journées nationales d'investissement humain, un modèle d'engagement communautaire et de citoyenneté active. Comment veiller au suivi de ces opérations de salubrité et de reboisement? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Oumar Ba, expert urbaniste, spécialiste également en aménagement et cadre de vie. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour, je vous remercie et je salue vos téléspectateurs. Je garde un excellent souvenir d'une émission que nous avions faite il y a quelques années. Je pense que c'était avec l'émission Croissance Verte. Croissance Verte, et justement, en tout cas, merci également. Et surtout de partager le plateau avec. Et merci également pour cette disponibilité renouvelée. Et en face de vous, M. Medoun Ndoye, plus connu sous le nom de Medza. Vous êtes artiste, écologiste, entrepreneur social et culturel, président également de l'association CRAC. Merci également d'être là avec nous, Medoun. Merci beaucoup. Mon très cher Daouda, merci pour l'invitation et ça fait plaisir aussi de partager le plateau avec M. Ba, quelqu'un qui nous vraiment nous respectons et avec qui nous magnifions son travail dans le département du ministère de l'Urbanisme. Vraiment, ce fut un immense plaisir d'être là. Et je rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a eu à occuper le poste de directeur du cadre de vie au ministère sénégalais de l'urbanisme. Et quelle lecture, M. Ba, faites-vous aujourd'hui de cette journée nationale d'investissement humain initiée par l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, communément appelée journée Seetal Suñu Réew? En fait, c'est une excellente initiative. Enfin, en toute modestie, en tout cas, je pense que j'y étais pour quelque chose dans le lancement de ces journées-là. Mais effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a de l'investissement humain ou communautaire, c'est une chose. Nettoiement, c'est une chose. Reboisement, c'est une autre chose. Peut-être effectivement les trois se sont retrouvés, mais c'est trois aspects qui sont complètement différents. On peut faire de l'investissement communautaire en allant, je sais pas, construire des salles de classe, par exemple. Ça n'a rien à voir avec le nettoyage. Et nettoyage ne faut pas forcément faire du verdissement. Donc c'est peut-être des choses qui se sont retrouvées. Il est heureux, et je pense qu'en tout cas il faut vraiment saluer aussi la vision du président de la République là-dessus, de faire coïncider cette journée-là avec la journée de l'arbre. Et ça s'est tenu sur 2 jours et il y a eu un leadership certain, en tout cas des eaux et forêts que je salue, qui ont été vraiment maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre dans cette affaire-là, et particulièrement Touba aussi où j'étais, en tout cas le samedi et le dimanche. Il y a une forte dimension communautaire parce que l'association Touba Sekanam, pour ne pas les citer, a été vraiment au cœur de cette affaire-là et ça montre effectivement qu'il y a eu un engagement réel, en tout cas pour cette question-là. Cela dit, on n'en est pas à la première édition, on n'en est pas, il n'y a rien de neuf finalement, je veux dire, on pourra toujours dire que c'est un recommencement, justement, on en revient à cette histoire de mythe de Sisyphe, on en a fait, refait, sous plusieurs formes, il faudra peut-être maintenant faire le bilan, s'asseoir un peu, évaluer à mi-parcours ce qui est fait, j'avais dit justement que normalement on ne doit pas faire de la gestion d'opportunités, mais que tout ça s'inscrive dans des politiques publiques, véritablement, et justement dans des stratégies aussi, et pouvoir quelque chose le faire sur les 2 ans, 3 ans, voire même sur la totalité du mandat, voir où est-ce qu'on en est et vers quoi nous voulons aller. Ça supposera, elle peut maintenant dimensionner les moyens ou des choses. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette nécessité de planification, en tout cas, qu'il faut et l'intégrer dans les politiques publiques. Mais nous restons avec la 3e édition que vous avez soulevée tout à l'heure. Vous l'avez rappelé, vous étiez à Touba également, avec cette 3e édition qui a coïncidé avec la journée nationale de l'arbre. Et vous avez cité également une organisation communautaire comme Touba Kanam, qui à l'origine également était une organisation en tout cas de financement participatif de la communauté mouride, une communauté soufie musulmane, pour financer en tout cas des activités que ce soit dans le domaine de la santé, du social et autres, mais de plus en plus également ils s'investissent dans le domaine de l'environnement avec même des reboisements bien avant cette aujourd'hui journée nationale de l'arbre. Quel regard portez-vous en tout cas sur de telles structures et les activités qu'ils mènent dans cette zone, surtout dans le domaine de l'environnement? C'est ça qui est particulier parce que j'ai tenu une conférence l'année dernière sur le sujet à Darou Mouhty et même le samedi j'ai été invité dans une web TV pour parler de cette question-là.
Concernant Touba, il y a une particularité quand même. Donc, on parlait de vision tout à l'heure ou de politique publique. Ces actions, en fait, ne sont pas aussi spontanées que ça. Ça s'intègre dans la cristallisation d'une vision. Tout part des écrits de Serigne Touba sur Matlaboul Fawzeyni, sur sa vision de la ville de Touba. Touba même étant le nom d'un arbre du paradis. Donc, tout ce qui participe, tout ce qui est verdissement, en fait, participe de la cristallisation de la vision du Cheikh. On en vient à cette dimension communautaire-là. Et je pense qu'il faudra, à nous, à notre niveau, l'inscrire, toutes ces actions-là, dans les politiques publiques. J'aime à dire que nous avons l'hymne national, par exemple, en tout cas, l'un des plus écologistes du monde. Regardez, dans les premiers couplets déjà, pincez tous vos koras, frappez les balafons. La kora, c'est fait avec la calebasse, c'est un arbre. Balafon, tout ça, c'est du bois. Vous regarderez, on va parler de la brousse, on va parler de la steppe, on va parler de la forêt. Fibre de mon cœur vert, un cœur, il n'est pas vert, il est censé être rouge, ça demande cette dimension-là. La protection de la nature, parce que rassembler les milans à l'abri, les poussins à l'abri des milans, il y a la protection de la nature là-dessus. Et donc, quand vous regardez tout ça, on parle de la source, les sources, donc toutes ces dimensions-là, elles sont là. Encore faudrait-il que les gens en aient conscience. Donc, comme j'ai dit, ça demandera plusieurs entrées, notamment l'éducation à l'éco-citoyenneté. Donc, ne pas s'arrêter véritablement à cette journée-là. On pourra toujours faire le bilan, je pense que les autorités l'ont fait, mais ce qui est important, c'est notre capacité de nous projeter. Voilà. Si on prend la roue de Deming, PDCA, Plan, Do, Check, Act, malheureusement, très souvent, on s'arrête au do. C'est-à-dire, on fait quelque chose, mais ce qu'on a fait n'a pas été planifié en général. Et très souvent, parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, l'évaluation des politiques publiques, on n'évalue pas forcément ce qu'on a été fait. On a fait des choses, on a planté mais finalement, éternel recommencement. Donc, et comment réactualiser tout ça? Comment le mettre dans une perspective véritablement longue? Et on verra qu'il y a plusieurs entrées. Il y a une dimension comportementale, notre rapport à la nature, personnellement, et à titre au niveau collectif, quel est notre rapport au voisinage, quel est notre rapport au vert, etc. Au niveau de l'État, au niveau comportemental, dans les écoles, est-ce que ça s'intègre aussi dans les programmes dans les programmes d'éducation environnementale? Au niveau communautaire, nous avons beaucoup d'associations, mais il y a très peu d'associations au Sénégal qui s'investissent dans MEDSA. La nécessité de l'évaluation également. Parfait. Et du suivi, et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point-là qui est également très très important, je le rappelle. Et Medoune, comment ces journées seetal suñu réew contribue-t-il à promouvoir à la base, en tout cas, une certaine citoyenneté active? Vous, en tout cas, un jeune comme vous, n'avez pas attendu une initiative pareille pour vous y atteler, puisque depuis plus de 10 ans, en tout cas, dans votre zone, vous étiez déjà avec ça. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Bon, avant tout, moi, je tiens aussi à magnifier l'initiative venant du président de la République pour les seetal mensuels. C'est une initiative à saluer, mais je pense que aussi ça mérite, ça peut avoir plus d'impact quand le président fait appel à un projet aussi important. Je pense que ça doit impacter sur l'étendue du territoire. Mais on sent que bon, il y a pas encore l'implication qu'il faut, surtout au niveau communautaire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, à Bargny, moi qui habite Bargny, très rare, par exemple, on ne sent pas vraiment cette initiative lancée par le président. Raison pour laquelle je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse impliquer les acteurs au niveau local, ce serait très important. Et l'autre aspect, on parle de propreté, d'accord. Bon, quand on parle de propreté, on parle aussi d'émergence, on parle de développement. Mais autre aspect, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à ces initiatives, bon, nous savons bel et bien que le Sénégal est confronté à un problème de pollution, surtout plastique. Mais durant ces initiatives, moi, ce que je souhaiterais conseiller comme une petite contribution, c'est comment faire en sorte que, à chaque fois qu'il y a ces initiatives mensuelles, l'État du Sénégal doit être en collaboration avec les entreprises de recyclage des déchets plastiques. Il serait important parce qu'à partir de ces déchets plastiques, durant cette activité normalement mensuelle, les entreprises de recyclage doivent être sur place. Tous ces déchets plastiques, parce que nous utilisons beaucoup de plastique. Et ces déchets plastiques-là doivent être repris par les entreprises et recyclés, en faire autre chose. Et assurer une certaine économie circulaire là, de ces déchets. Voilà, mais nous, on ne sent pas la présence
la présence de ces entreprises, les entrepreneurs verts, on ne les voit pas. Je pense qu'il serait important qu'on puisse les impliquer. Et l'autre aspect, par exemple, au niveau local, bon, nous, ça fait plus de 14 ans, on est dans le secteur de nettoiement. On n'a pas attendu le président pour intégrer cette initiative, parce que je pense que c'est ce qu'on appelle la redevabilité. C'est important, parce que c'est le Sénégal qui nous a vu naître et grandir. Et nous, en retour, nous avons un devoir envers la planète, la sauver. Donc, pour mieux réussir ce pari, je pense qu'il serait important que ces initiatives aussi soient divulguées, des messages, surtout au niveau des enfants dans les écoles. Par exemple, nous, pour réussir ce qu'on appelle un Sénégal zéro déchet ou un Sénégal plus propre, déjà nous, par exemple, au niveau local, nous faisons des campagnes de sensibilisation sur le tri des déchets, et durant nos opérations de nettoyage, on fait en sorte d'impliquer les enfants qui sont âgés, voire de 6 ans jusqu'à 12 ans, pour avoir une meilleure éducation environnementale. Et l'autre aspect, bon, le Sénégal, bon, comme ce sont des répétitions, on a fait beaucoup d'opérations de nettoyage, mais le suivi pose problème. Par exemple, nous, au niveau local, ce que nous avons compris, on parle par exemple dans les écoles. Quand on part dans les écoles, on fait des reboisements. Mais là aussi, serait important le suivi. On fait en sorte d'impliquer... Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point-là, le suivi. Il y a un autre point que vous avez abordé également, à savoir le fait de cette culture de l'éco-citoyenneté chez les plus jeunes, les enfants à partir de 6 ans. Et dites-nous, Medza, vous qui êtes également entrepreneur social et culturel, quelle contribution des ASC, et je veux bien sûr parler des associations sportives et culturelles et autres organisations à la base, à travers dans ces journées d'investissement humain, puisque vous avez rappelé tout à l'heure aussi la nécessité en tout cas d'impliquer à la base ces organisations qui ont toujours travaillé sur ces questions. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire à travers les ASC, ils ont une force de mobilisation énorme. S'ils se lèvent, je pense que, et s'ils sont impliqués, s'ils sont sensibilisés, parce que bon, quand on dit ASC, ce n'est pas tout simplement le sport. Mais même il y a un aspect environnemental qui doit être inclus. Mais malheureusement, au Sénégal, on a fait trop la promotion de l'esport, tout en restant en rade. Ça veut dire que ces ASC, on peut les utiliser. Nous, par exemple, au niveau local, quand on fait des activités, on fait en sorte d'être en collaboration avec l'ODECAV, les ASC, les présidents d'ASC, on les implique durant nos activités, parce qu'on sait bel et bien, aujourd'hui, par exemple, à Bargny, il y a un dynamique qui se passe là-bas. Par exemple, le dynamique, c'est quoi? Ce sont des jeunes même qui n'attendent rien de l'État ni des municipalités. Eux, ils ont cette prise de conscience qu'ils ne doivent rien attendre des municipalités. C'est eux qui, à travers des crowdfunding, elles font des opérations de nettoyage sont organisées, même des séries de pavage. L'initiative présentement à Bargny, c'est faire de Bargny une zone zéro sable. Tout est pavé, c'est à travers ça. Tout rentre dans le cadre de la propreté et tout rentre dans le cadre de l'engagement communautaire. Mais à côté d'un programme comme celui-là, Bargny Zéro Sable, est-ce que vous prévoyez également, si tout est pavé également, est-ce que vous y prévoyez des espaces verts, des espaces en tout cas pour le reboisement? Bon, déjà, il y a pour les quartiers, moi j'ai noté ce manquement. Il y a beaucoup de quartiers qui ont déjà fait le système zéro sable. Ça a bien marché, mais l'aspect reboisement, ça n'a pas été pris en considération. Nous, à notre niveau, en tant qu'association, nous avons fait le tour des quartiers où ils ont démarré les pavés. Nous avons fait savoir que bon, c'est important, c'est bien beau que vous pavez les rues, mais il faut prendre en considération, on a besoin pour une très bonne verdure, mettre en place des reboisements. Donc là, on revient à un point essentiel que M. Ba soulève depuis tout à l'heure, la question de la planification. S'il y avait une certaine planification en amont. Et on en revient également à un point que vous avez abordé au tout début, c'est-à-dire que le reboisement est une chose, l'assainissement est une autre, l'investissement humain en lui-même également. Je rappelle que pour la première édition, il a été question de curage des canaux d'évacuation d'eau pluviale, puisque c'était en prélude à l'hivernage. La deuxième édition de ces journées d'investissement humain a plus mis l'accent sur l'assainissement, et la troisième qui a coïncidé avec la journée nationale de l'arbre, c'était plus le reboisement. Est-ce que cela n'est pas aussi une façon selon vous de cultiver en tout cas chez ces populations la culture du don de soi pour sa communauté? C'est très important justement, comme je dis, on peut avoir plusieurs entrées et on peut les prendre par le haut ou par le bas, peu importe. Disons, allez, on va faire du top-down, on va dire. Au niveau de l'État, déjà, comme j'ai dit, l'État doit avoir une politique dans ce sens-là, ou des politiques publiques. Quand vous parlez de verdissement ou de nettoyage, vous avez au moins plusieurs entrées ou plusieurs ministères qui sont impliqués. Ça relève de l'urbanisme, en partie, parce qu'il faut, en tout cas pour la partie urbaine, il faut dessiner des villes, il faut donner des paysages urbains, donc il faut voir comment les villes doivent être faites.
la taille de la rue, en tout cas, va contraindre aussi le type d'aménagement vert que vous allez avoir. Si vous avez une rue qui fait 8 mètres, vous ne pouvez pas planter des arbres de part et d'autre parce que si vous plantez un arbre va vous prendre au moins 1 mètre de chaque côté. Après, vous allez avoir une rue de 6 mètres. Donc là, c'est un peu technique, mais ça montre qu'il y a cette dimension urbanistique-là, même dans le tracé des parcellaires. Quand vous avez des parcelles qui font 150 mètres carrés, vous construisez sur la totalité de la parcelle, donc vous n'avez pas un espace où vous pouvez même planter des fleurs. Donc ça, c'est une entrée urbanistique. Vous allez avoir une entrée écologique. Ça, ce sont des problématiques même mondiales, le problème du réchauffement climatique. Là, il y a un positionnement, il y a un leadership à prendre sur ces questions. C'est pas pour rien que l'État du Sénégal s'est doté d'une agence pour la Grande Muraille Verte et la reforestation. Donc peut-être on n'est pas dans le domaine urbain, on est plutôt dans les zones rurales pour faire cette Grande Muraille Verte-là, qui doit aller faire sur toute l'Afrique. Ça veut dire que cette dimension-là transcende le pays, parce que là, on est dans la durabilité. On a parlé tout à l'heure d'inondation avec les canaux, parce que c'est un autre aspect. Planter un arbre, c'est une chose, mais comment un arbre, il a besoin d'eau pour vivre. On va chercher cette eau-là. Pendant ce temps-là, on a un problème de qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là qui crée des inondations. Peut-être qu'il y a trouvé peut-être des passerelles là-dessus, de la cohérence, pour ne pas prendre cette eau-là, la pomper et la jeter en mer. Donc cette eau-là, elle peut être recyclée et utilisée pour l'entretien des espaces verts. Ça demande aussi de l'éducation éco-citoyenneté dans les écoles. Nous faisons des cours de SVT. Les élèves peuvent, dans le cadre de leurs activités scolaires, voire extrascolaires, faire de tout ça. Le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Éducation nationale, avec les camps verts, etc. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble de composantes de l'action publique qui peuvent être concernées. Ça, vraiment, c'est au niveau du top. Quand vous revenez maintenant au niveau des collectivités territoriales, avec les compétences transférées, une grande partie relève des compétences des collectivités territoriales parce que c'est les maires qui sont en charge de l'aménagement de sa ville. Et qui dit aménagement dit au moins propreté et verdissement. La lutte contre ce qu'on appelle les îlots de chaleur, ça suppose aussi mettre un peu plus de verre. Ça relève des compétences de la collectivité. Après, maintenant, on peut avoir des incentives aussi parce que les collectivités vont toujours se plaindre qu'elles n'ont pas forcément des moyens, mais des moyens, ça se trouve. Après, maintenant, l'État aussi peut faire des incentives. Nous, on avait proposé, par exemple, de faire le prix du chef de l'État pour la ville la plus propre, ou faire le prix du chef de l'État pour la ville la plus verte, voire même labelliser certaines villes en France, comme je parle. Il y a ce qu'on appelle le label ville verte, qu'on donne à certaines collectivités, et derrière, on peut avoir des incentives financières, des facilitations. Il y a une initiative pareille, prônée, en tout cas portée par Enda Ecopop, qui contribue en tout cas à amener ces communes-là vers la durabilité. Et là, il faudra vraiment l'implication. Avec même des prix qui sont décernés aux communes. Et l'implication au plus grand niveau, parce que l'État a un fonds de dotation pour les collectivités. On peut dire justement, c'est comme les prix à l'école, hein, les prix d'excellence, des choses comme ça. Pour telle ville, j'ai une cagnotte que je peux mettre à votre disposition pour faire les incentives. Après, maintenant, quand on descend au niveau communautaire, ça suppose aussi de revoir nos engagements communautaires. Parce que très souvent aussi, il y a beaucoup d'engagements, disons, qui sont autocentrés. Je prends le cas des daïras, par exemple. Si vous acceptez tout ce qu'a fait Touba Tchakaram, il y a très peu de daïras qui vont s'investir dans le vert. Ce qu'on fait, en fait, c'est de l'auto-entretien, on va dire, mais il n'y a pas de service à la communauté. Il y a un service pour les membres de la communauté. L'appel lancé par le président Diomaye Faye à Touba, à toutes les autres associations religieuses, à en tout cas copier ou bien s'identifier à ce modèle-là mené par Touba Tchakaram. Parfait. Et même le Premier ministre qui a dit que chaque Sénégalais ou chaque Dakarois doit pouvoir faire cette chose-là. Ça, c'est vraiment encore assez... Et on reste sur un point que vous abordez depuis tout à l'heure. L'initiative est certes présidentielle, mais la mise en œuvre, en tout cas, touche à plusieurs départements, comme vous venez de le rappeler. Comment, en tout cas, donc, coordonner ce leadership ou qui pour porter donc le leadership de ces journées qui se veulent être dans la durabilité puisque c'est chaque premier samedi du mois. Voilà, quand on parlait de qui, forcément, on en vient malheureusement à identifier des personnes ou en tout cas des profils. Bien, comment travailler à cette coordination pour le leadership? Et très souvent, malheureusement, il faudra peut-être envisager cette question-là. La question du leadership, c'est à un moment qui est-ce que vous mettez à la tête de ces structures-là. C'est très important. C'est comme la cuisine. Nous faisons tous la cuisine. Mais faire de la cuisine ou savoir préparer et ouvrir un restaurant, c'est tout à fait différent. Pour avoir un restaurant, il faut avoir fait des cours de gastronomie ou alors être vraiment un engagé comme...
Mezza, des gens qui sont sur le terrain, qui par passion ont fini par développer un savoir-faire. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à n'importe qui ou à tout le monde pour le faire, et surtout de prendre cette question de manière vraiment très sérieuse. Parce que derrière, on a parlé tout à l'heure d'économie, c'est de l'économie derrière. La production d'arbres, l'activité horticole est une activité très rentable. Encore faudrait-il qu'on puisse en avoir toute la dimension. Regardez les horticulteurs, je fais le plaidoyer pour eux, il y a très peu de places qui sont dédiées, très souvent ils sont dans des squats, normalement en général sur les bords des autoroutes ou des délaissés. Et très souvent il y a des menaces d'expulsion ou des choses comme ça, parce que l'État n'a pas cette politique globale pour les assigner dans certains lieux, leur donner le nécessaire en termes d'accessibilité, en termes de sécurité, en termes aussi d'eau, parce qu'il y a cette dimension-là qui est là. L'accès à l'eau. L'accès à l'eau, parce que ça coûte extrêmement cher quand même. Maintenant, est-ce qu'il est pertinent d'avoir de l'eau SDE, c'est-à-dire de l'eau lavée, comme j'ai dit, qui coûte 7 fois ou 10 fois plus cher que de l'eau recyclée ou de l'eau de pluie? Vous prenez la station de Cambérène, par exemple, qui va traiter des dizaines de milliers de mètres cubes, qu'on va jeter pour la plupart en mer. Alors que cette eau-là, elle est encore beaucoup plus utile pour l'agriculture. Et de plus en plus, ces stations-là également travaillent avec les horticulteurs de la zone des Niayes pour utiliser une partie de cette eau pour leur arrosage. Et par rapport à l'eau de la Sen'Eau, la société nationale aujourd'hui en charge de la distribution de l'eau, les cultivateurs ou bien les agriculteurs urbains de Rufisque, Landing plus particulièrement, ont ce même problème, puisque à cause de la difficulté d'accès à l'eau, ils font plutôt recours à l'eau aujourd'hui de cette société-là et payent des factures aujourd'hui comme les ménages extrêmement chers, ce qui constitue un problème. Et on reviendra à la question du suivi. Mezza, sur le terrain, vous menez des activités de reboisement, de nettoyage et tout, mais est-ce que vous prévoyez également des stratégies de suivi à votre niveau? Bon, par exemple, notre organisation travaille plutôt dans la durabilité, quoi. Par exemple, nous, on sillonne les quartiers de Bargny ou soit aussi les établissements scolaires. Par exemple, l'année passée, nous avons sillonné l'ensemble des écoles de Bargny où nous avons mis un dispositif de poubelle, tout en faisant aussi des sensibilisations pour les élèves ainsi que le corps enseignant. Et pour les systèmes de reboisement, ce que nous faisons en termes de suivi, on met l'enfant, il a besoin d'être galvanisé. L'enfant a besoin d'être un défi, un challenge. Nous avons fait savoir devant les enseignants et les élèves que chaque arbre planté aura un parrain ou une marraine. Et ce sont les élèves qui prennent cette initiative. L'élève, il dit tout clairement que c'est son arbre. S'il meurt, c'est sa responsabilité. S'il vit, c'est sa responsabilité. Il plante. Chaque matin, il arrose. Mais 6 mois après, on repasse pour voir est-ce que réellement il y a un suivi ou pas. Mais à notre grande surprise, 90%, ce sont les plantes, on connaît un grand succès. Nous, c'est ce genre de modèle que nous utilisons. Par exemple, en ce qui concerne les opérations de nettoyage aussi, bon, je pense que les associations à eux seuls, ils n'ont pas assez de moyens par rapport au suivi. Parce que bon, parfois on fait des actions, mais si derrière ces actions de la société civile, s'il n'y a pas un accompagnement, surtout avec les autorités municipales, ça risque de ne pas... Et surtout pour ce qui est de cet accompagnement, je voulais vous donner un exemple. Par exemple, la branche nigérienne du Niger de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement avait mis en place un projet, en tout cas de reboisement d'une certaine partie qui était désertique au niveau de leur pays, avec un système aujourd'hui de suivi de ces arbres, avec un système informatique, en tout cas avec des drones et tout, pour suivre ces arbres-là et même assurer une certaine motivation de ces communautés-là qui ont eu à planter ces arbres. Si au bout d'une année, les communautés qui ont plus entretenu leurs arbres, qui ont poussé et tout, sont motivées financièrement pour aujourd'hui utiliser cet argent pour l'investir dans d'autres plans ou des pépinières également. C'est également une forme de motivation que j'ai vue au Niger. Bon, c'est tellement pertinent. Même nous, dans notre plan d'action 2024-2025, il a été même établi que nous ferons en sorte de donner un prix d'excellence au quartier le plus propre. Déjà, ça fait partie de nous. Ça veut dire c'est une façon d'encourager les quartiers de la compétition très positive. Donc là, pour dire que bon, raison pour laquelle notre association est très engagée. Comment encourager aussi, vous le disiez depuis tout à l'heure, au niveau de la municipalité, l'environnement fait partie des compétences transférées, mais vous ne sentez pas forcément aujourd'hui les communes. Comment encourager cette collaboration entre vous, associations au niveau des quartiers, et vos communes respectives? Bon, déjà nous, par exemple, je dis que la communauté locale, déjà c'est notre premier partenaire privilégié.
Parce que par exemple, nous, à chaque fois qu'on fait des opérations, il suffit qu'on lance des messages sur les réseaux sociaux, les gens ils manifestent de tous bords pour apporter leur présence, quoi. Et en ce qui concerne la municipalité, parfois, bon, ce sont des idées qui se diversent, quoi. Parce que bon, parfois, moi je dis comme par exemple, moi qui habite à Bargny, dans le cadre de l'environnement assainissement, la mairie, bon, c'est parfois, l'environnement est considéré comme un parent pauvre. Ce sont les communautés sont obligés de venir vers les associations qui n'ont pas assez de moyens. Et donc, ce sont plus les associations qui portent cela plutôt que la commune. Et j'ai envie de vous interpeller puisqu'on est presque à la fin, M. Ba. Je rappelle que vous avez été directeur du cadre de vie au ministère de l'Urbanisme au Sénégal. Selon vous, aujourd'hui, comment articuler les différentes initiatives que nous avons énumérées jusque-là aujourd'hui pour avoir plus d'impact, puisqu'il y a plusieurs initiatives, que ce soit des reboisements à la base ou bien même des OSC et autres acteurs non étatiques ou bien même des autorités étatiques, comment articuler ces différentes initiatives pour plus d'impact? Je pense que c'est une question fondamentale, la question du leadership. Parce qu'à un moment, quand tout le monde est responsable, ça veut dire que personne n'est responsable finalement. Au moins responsable pour la conception de la stratégie, un responsable pour l'opéralisation, et on a du mal à identifier tout ça. Effectivement, bon, j'ai été directeur général du cadre de vie, ça c'est dans une vie antérieure. Et je pense, en tout cas, je souhaite bon courage au nouveau directeur général du cadre de vie. Et je me mets en tant que citoyen à sa disposition parce qu'on avait développé un certain nombre de choses, notamment même une plateforme justement de rassemblement de toutes ces initiatives-là, qu'elles soient communautaires, voire communales, ou etc. Les réseaux sociaux peuvent y participer beaucoup plus facilement, les outils internet peuvent y participer parce que c'était une sorte de rendez-vous du donner et du recevoir. L'idée c'était de dire aux gens, si vous avez des initiatives, dites-le. On avait parlé tout à l'heure de crowdfunding. Et si vous avez aussi des initiatives, si vous voulez aussi financer, dites-le. Et on fait rencontrer les gens parce qu'il y a des entreprises qui sont très impliquées là-dedans dans le cadre de la RSE. Faire rencontrer les gens pour aujourd'hui davantage articuler ces différentes initiatives pour avoir plus d'impact. Voilà. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Monsieur Oumar Ba, je rappelle que vous êtes expert urbaniste, spécialiste également en aménagement et cadre de vie. Merci encore, ce fut un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci, c'était très court et j'espère qu'on reviendra. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Merci également à M. Medoun Ndoye, artiste écologiste, entrepreneur social et culturel, président également de l'association CRAC. Un plaisir également, Medoun, d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir donné cette opportunité de parler aux Sénégalais d'ici comme de la diaspora. En tout cas, merci une fois encore. Merci à vous. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.